ce soir Patrice Lambert pour cette session des conférences de cette année autour de Habiter. Voilà, alors on l'accueille dans une maison déjà, une maison de quartier, et on est très contents. Enfin, moi je suis très heureuse de vous accueillir. Je vous ai contacté pour savoir si vous souhaitiez être là avec nous ce soir. Vous m'avez dit bien volontiers. Je vous ai proposé un thème de travail que je reprendrai tout à l'heure. Il y a quelque chose qui m'avait sonné à l'oreille quand vous m'avez répondu. En tous les cas, juste pour vous présenter un petit peu, vous êtes psychologue clinicien, vous êtes psychanalyste et vous avez créé un espace, un territoire, je sais pas, une maison qu'on appelle le Lieu-dit à Saint-Mathurin-sur-Loire, qui est Saint-Mathurin, le saint patron, c'est ça, des fous, des bouffons et des clowns. Voilà, donc vous n'êtes pas installé là-bas par hasard. Okay. Donc vous avez créé ce lieu, vous nous en parlerez peut-être un petit peu, je ne sais pas, je dis juste ça. Hein, ouais. En tous les cas, c'est un lieu qui vient questionner sans doute la question d'habiter. Ouais. Alors voilà, c'est pour ça qu'on avait envie de vous recevoir aussi ici. Alors, je ne sais pas par quoi on va démarrer, mais en tous les cas, moi, quand je vous ai contacté, je vous ai dit, on fait une conférence, une année de conférence autour du thème habiter. Et je vous ai dit, est-ce que l'on pourrait ensemble questionner ce qui constitue l'habitat pour un sujet et un petit peu parler de la façon dont il essaye de se représenter cet habitat dans l'espace. Et vous étiez d'accord avec ça, mais vous m'avez dit c'est bien long cette histoire. Et vous m'avez répondu habiter, c'est trouver son maître. Voilà. Donc moi je vais rester avec ça, je suis restée avec ça. Peut-être qu'on développera ça ce soir, je ne sais pas comment vous avez envie de nous parler de cette question d'habiter. Voilà. Donc, et on va parler ensemble aussi, je crois. On va essayer d'en parler ensemble. Voilà, si on n'est pas installé comme d'habitude, effectivement, d'habitude, on est bien rangé. Mais ce soir, Patrice Lambert avait fait la proposition de laisser les chaises à disposition des personnes qui venaient ce soir écouter et parler, et de laisser les gens prendre leurs chaises et de s'installer là où ils voulaient. Voilà. Histoire d'habiter quelque temps ensemble. Voilà, donc c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est ce qui s'est fait, et il y a un beau rond de tracé avec un grand trou au milieu. Voilà, on va peut-être démarrer avec ça. Je vous laisse. Merci. Je vais vous parler de trous, justement, je crois. Et d'ailleurs, quand on s'est rencontrés la dernière fois, Laurence Moulineau est arrivée avec un DVD. Le DVD d'un jeune réalisateur chinois qui s'appelle Wang Bing, sur lequel était gravé un film qui s'appelle L'homme sans nom. L'homme sans nom, c'est un documentaire absolument exceptionnel, d'une grande qualité clinique, qui illustre les trajectoires d'un homme qui vit dans un trou, qui habite un trou. Un homme qui est dans des conditions de survie. Je vous conseille absolument d'essayer de trouver l'occasion de regarder ce film, la manière dont Wang Bing filme cet homme qui est dans un état de grande précarité, mais qui est affairé à son ouvrage, le rend extrêmement digne, et le moindre geste de cet homme qui habite un trou devient un geste nécessaire et sans doute utile à son programme du moment. Voilà, donc on va commencer par un trou. Donc je ne suis absolument pas spécialiste des questions d'habitat, ni d'habiter, mais la pratique de la psychanalyse m'amène à rencontrer des collectifs, des institutions, beaucoup, qui elles-mêmes rencontrent des enfants, des adultes qui ont des manières singulières d'habiter la langue, d'habiter leur culture, ce qui peut générer des questions, des exclusions,
des passions. Donc mon métier est plutôt de m'intéresser à la manière dont chacun, parler, va habiter sa culture. Donc je vais vous parler peut-être en guise d'introduction, puis ensuite j'espère qu'on pourra discuter rapidement ensemble de ce que peut être le rapport que chaque être parlant entretient avec les trous, les lignes, les bords, les figures géométriques minimales de la culture dans laquelle il est né. Claude Jean Girard, qui est un homme qui a créé un lieu d'accueil exceptionnel après Jean Houry, à la Borde, peut-être vous connaissez ces cliniques de psychothérapie institutionnelle qui avaient un sens particulier de l'accueil. Claude Jean Girard, qui doit avoir 92 ans en ce moment, que j'ai la chance de rencontrer, pour qu'il me transmette un peu son expérience de construction dans la durée, pendant une cinquantaine d'années, d'une clinique qui accueille les plus originaux. Claude Jean Girard, quand il tente de résumer ce qu'il a cru comprendre des rapports d'un sujet à sa culture, isole une pulsion qu'il a nommée la pulsion dromique. La pulsion dromique, pour Claude Jean Girard, c'est ce qui fait que le petit va, dès la naissance, courir au téton. C'est-à-dire cette manière dont le nouveau-né va, si on le laisse faire, rapidement aller se boucher la bouche par un objet nourrissant. Il résume au fond son expérience de la psychiatrie à son intérêt pour les différentes façons que les sujets qu'il a croisés se déplaçaient d'un lieu à l'autre. Ça me semble vraiment très juste. Nous aurions très bien pu ne pas nous déplacer. Or, les petits, après être allés au téton, très vite vont nous montrer qu'ils ont besoin d'aller s'adosser contre des bords. Alors, je prends un exemple très simple. Un bébé de 15 jours dans un lit trop grand, comme on le sert à l'habitude, va aller se retrouver la tête contre les barreaux, le bras contre les barreaux. Bref, on s'aperçoit rapidement que tous les nouveau-nés vont chercher à se coller, s'adosser à quelque chose de suffisamment dur. Le psychanalyste est quelqu'un qui écoute des histoires, non pas par rapport à une histoire officielle ou par rapport à ce qu'il serait convenu de penser, mais par rapport au décalage que celui qui parle construit dans sa culture. C'est-à-dire que ce petit qui est allé au téton, qui ensuite va s'adosser au bord des objets qu'on lui propose, va atterrir dans une famille où le charabia du début va devenir progressivement un charabia intelligible et qui va faire une sorte de culture commune. Je rappelle juste ça pour illustrer le fait que ce qui peut sembler complètement fou ici peut sembler dans une autre famille ou un autre lieu du monde absolument acceptable. Un exemple que je donne souvent, parce que j'ai eu l'occasion d'aller travailler en Polynésie française, là-bas on me racontait cette scène. Une enfant de 6 ans se met à parler avec une voix grave qui n'est pas sa voix, en parfait maori. Chez nous, on appelle le SAMU, immédiatement, cet enfant devient fou. En Polynésie française, il n'y a pas de souci, c'est la grand-mère décédée qui s'invite à la fête par le corps de l'enfant pour fêter le retour d'un de ses fils. Donc ce qui peut paraître complètement délirant dans un lieu peut sembler original et fascinant dans un autre. Donc ça, c'était la première leçon que les voyages ou le fait tout simplement d'écouter des gens nés dans des familles différentes m'a permis. Donc, je reprends, le petit va au téton, il cherche ensuite à s'adosser à quelque chose de dur, et puis il est pris dans un bain de langage, toujours très délirant. Alors, je vais donner un exemple de ça. Je me basais sur
un film grec qui s'appelle Canine, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas fait, filmé en 2009-2010, en pleine crise, où on montre finalement comment dans une famille coupée des autres familles, dans une maison tout équipée, jardin, piscine, etc., des enfants qui ne sont jamais sortis de la maison vont prendre les fictions familiales pour la réalité. La première scène consiste à montrer la mère qui fait répéter leurs leçons aux enfants, et il y a un dictaphone sur la table qui propose, je vais peut-être me tromper, mais peu importe, par exemple, qu'est-ce que la tramontane? Et l'enfant répond, la tramontane est un insecte à carapace chaude qui vit dans les jardins. Voilà. C'est scandaleux de le faire en une demi-heure, 3/4 d'heure, mais si vous preniez le temps de repenser à ces petites stratégies familiales qui avaient lieu dans votre maison, ou les maisons où vous avez grandi, vous pourriez tomber comme ça sur des grandes fictions délirantes que vous avez pris enfant pour un des sens de votre présence au monde, et qui en fait ne répondent plus aujourd'hui. Par exemple, quand j'étais enfant, nous nous lavions les pieds dans le bidet le samedi soir, en série. Le bidet, c'était pour se laver les pieds le samedi soir, en famille. Donc habiter une culture, c'est habiter toujours une culture qui est délirante pour ceux qui n'y ont pas grandi, pour les voisins, pour l'étranger. Et si j'avais proposé ce titre de habiter, c'est trouver son maître, et j'ai essayé d'en dire donc, quelques pistes ce soir, c'est l'idée que pour pouvoir se détendre quelque part, il faut avoir trouvé, comme le bébé dans son lit trop grand, un bord suffisamment solide, en tout cas dans lequel on va projeter une solidité, suffisamment solide pour précéder celui dont il est question. Le psychanalyste s'intéresse à la manière dont chaque être parlant passe son temps à projeter sur le réel des figures, des idées, des croyances, pour lui donner l'illusion qu'elle le précède. Alors il faudra peut-être que je donne quelques exemples plus simples. Bref, toujours dans cette petite introduction. Laurence Moulineau a parlé du lieu-dit. Alors le lieu-dit, ça n'est pas un lieu, c'est une performance en fait que j'ai seulement initiée, et très vite elle a été reprise par d'autres, et un collectif est né. Le lieu-dit, c'était l'idée, il y a 5 ans, que les institutions dans lesquelles j'intervenais, où donc sont accueillies des personnes en difficulté, que ce soit en difficulté de logement, que ce soit des personnes handicapées, des personnes qui ne trouvent plus le confort là où elles étaient. Dans ces institutions est progressivement arrivé ce qu'aujourd'hui on peut qualifier très clairement d'ingérence de l'État. C'est-à-dire qu'on a vu l'État décider des méthodes de traitement, peut-être je pourrais en dire un mot après, mais tout le programme d'accueil, de soins et éventuellement même de prévention est dicté non pas par quelqu'un, non pas par un auteur, mais par une sorte de collectif administratif dont les personnes changent en permanence. Et ça a eu des effets absolument ravageurs dans les lieux où j'intervenais, ravageurs concernant la qualité de l'accueil, tout simplement. Un petit exemple, vous savez que dans beaucoup de maisons de retraite aujourd'hui, le temps de la toilette est compté. Combien vous dites? Oui, c'est ça. Et on l'a fait le matin, voilà. Et même si on avait le temps l'après-midi, il faut que tout le monde soit lavé le peu qu'on peut faire, alors qu'on pourrait l'étendre l'après-midi pour avoir un autre lien et tout, mais c'est extrêmement normé. Voilà, tout est très normé, et les soignants, dans les lieux où j'intervenais, étaient obligés de courir pour respecter la cadence dictée par une logique technique et industrielle, mais certainement pas clinique.
Donc, pour tenter de tirer un coup de pistolet dans les nuages, j'ai proposé, il y a 5 ans, alors que je n'avais pas l'argent pour le faire, d'acheter une maison dans un lieu qui me semblait sidérant et thérapeutique de par sa nature. C'est une grande maison avec une terrasse au bord de la Loire, qui est un fleuve puissant et encore assez libre de se construire. Et puis j'ai dit, ben voilà, maintenant, si quelqu'un a un projet qu'il n'arrive pas à le mettre en place seul, qu'il vienne dans ce lieu dit, peut-être je le dirai tout à l'heure, pour moi tous les lieux sont des dits avant d'être des lieux. Ce qui fait le lieu, c'est le signifiant qui vient de circonscrire. Donc si quelqu'un a un projet, qu'il vienne le dire à ceux qui seront là, et puis nous tenterons ensemble de le faire avancer. Donc très vite, j'ai rencontré un poète qui voulait installer un café-livre en bord de Loire depuis plusieurs années, puis qu'il n'avait jamais fait. Il l'a installé avec sa compagne. Très vite, j'ai rencontré Bénédicte Beljean, qui est venu, elle dira peut-être ce qu'il est venu y faire, qui est venu en tout cas passer beaucoup de temps de présence pour rencontrer ceux qui poussaient la porte. Et puis voilà, un collectif s'est mis en place. Évidemment, il n'y avait pas d'argent pour payer la maison, donc très vite les difficultés sont arrivées, mais on a maintenu aujourd'hui non pas un lieu vivant, mais un réseau de gens qui se soucient de ce qu'accueillir implique. Alors là, je vais faire un retour à Wang Bing. À mon sens, le regard que porte ce cinéaste sur ce vieux Chinois dans son trou, c'est un regard qui l'humanise. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas de soin, il y a juste un regard qui humanise et qui le rend extrêmement digne. Donc au lieu dit, on s'intéresse à ces histoires. Qu'est-ce qui permet tout d'un coup de s'intéresser vraiment à l'histoire de quelqu'un ou à ce qu'il raconte, quand bien même ça pourrait sembler très fou. Claude Jean Girard, dont j'ai dit le nom tout à l'heure, pratiquait ça depuis le milieu des années 50. Il y avait dans le monde de la psychiatrie un certain nombre d'expériences, parfois de cliniques, où l'on pouvait être fou à sa mesure. Il ne s'agissait pas d'être fou suivant les normes des labos ou de l'État, mais on pouvait délirer dans le parc de la Borde, j'en ai eu pas mal de témoignages, sans grande difficulté, sans courir le risque qu'immédiatement quelqu'un vienne faire taire ce cri, parce que pourquoi ça effraierait les voisins. Donc voilà, le lieu-dit aujourd'hui c'est devenu un réseau, il y a toujours une maison mais qui fonctionne beaucoup moins. Elle est à Saint-Mathurin. Mathurin est effectivement le patron des fous, des bouffons et des clowns, et nous accueillons des propositions avec l'idée qu'aucune n'est plus saine qu'une autre. Il y a quelques propositions qui nous ont été faites qu'on n'a pas pu suivre parce qu'elles étaient illégales, nous sommes juste illégales, qu'il n'était pas question d'aller provoquer à ce point-là le Conseil de l'ordre, par exemple, des médecins. Mais pour l'extrême majorité des propositions qui sont faites, les choses avancent très sainement, et ça a pour avantage de créer une ambiance où il n'y a ni soignant ni soigné, ni malade ni très malade. Voilà. Chacun vient dire un peu où il en est dans sa culture. Donc, je vous ai parlé de ce petit qui va aller chercher les bords. On peut s'intéresser, en tout cas c'est ce que je fais, à la manière dont chacun, depuis tout petit jusqu'au moment où il est en train de parler, surfe en permanence sa géographie, les frontières de sa culture, donc les interdits. Par exemple, si vous prenez le temps de vous poser et de regarder les gens déambuler dans une ville, vous allez vous apercevoir que de la même manière que vous avez tracé ici une sorte de cercle qui dégage un espace vide, on n'erre jamais au hasard. C'est Fernand de Ligny, qui était un éducateur en colère, à la fin des années 50, qui avait montré ça autour d'enfants autistes.
À cette époque-là, fin des années 50, les enfants autistes sont conçus comme des enfants vides, pour la plupart. Vides de pensée, vides d'intention, etc. Et Deligny prenait le temps de s'asseoir, et il formait son équipe à faire la même chose, s'asseoir et regarder cet enfant-là circuler dans le lieu qui était l'institution, une institution ouverte sur la campagne, on est dans les Cévennes. Et Deligny a passé des années à essayer de dessiner la trajectoire de cet enfant en qui plus personne ne projetait d'intention. Pour s'apercevoir que ces enfants autistes, à cette époque-là, en fait, longeaient le petit chemin, passaient près de l'ancienne rigole, faisaient le tour d'un arbre, etc., revenaient le long de la maison et la touchaient avec la main, etc. C'est-à-dire que ces enfants-là, comme tous les enfants, peut-être vous avez des souvenirs, jouent avec les lignes qui leur sont naturellement proposées. Vous avez des souvenirs sans doute de ces mécanismes obsessionnels qui amènent les enfants à marcher sur les bandes blanches des passages cloutés seulement, ou à monter sur les plots, descendre, remonter sur un plot. Les parents qui peinent en disant ça suffit. En fait, la psychanalyse, c'est une discipline qui n'a pas beaucoup d'intention, sinon celle de s'intéresser à la manière dont l'autre surfe les signifiants, c'est peut-être un mot compliqué ça, les signifiants de sa culture. Comment chacun se débrouille pour aménager des espaces de sécurité, des protections, toujours illusoires et imaginaires. Vous avez sans doute le souvenir de ce qu'un simple drap peut permettre à un enfant de passer d'un état où il est la proie de tous ces monstres à un état où, quand il remonte le drap jusqu'aux yeux, il est parfaitement rassuré et protégé. Un drap. C'est pas la même chose, par exemple, de s'endormir avec les pieds qui dépassent, ou au contraire, d'être bien bordé. Il y a des enfants, alors je reviens à l'autisme, les enfants autistes, souvent, s'apaisent quand ils sont correctement bordés. Et les soignants ont comme outil un drap qu'ils vont, dès que la crise est trop forte, proposer à l'enfant. Et très souvent, ça suffit. Juste un contenant très léger qui rassemble et le sujet va pouvoir s'apaiser. Eh bien, habiter, pour moi, aujourd'hui, si je devais un peu résumer ce que m'a donné comme idée ce mot-là, ce serait consentir à trouver dans sa culture, dans ses habitudes, c'est la même racine habitude, habiter, habit, une enveloppe ou un habit suffisant pour pouvoir se détendre. Alors cet habit-là, il peut être très grand. J'ai eu la chance ou la malchance d'habiter une très grande maison pendant quelques années. J'étais incapable de l'habiter. Elle était très grande, mais quand je voulais lire le soir, une fois que tout le monde était couché, je me retrouvais accoudé devant l'évier avec mon livre. Alors, souvent, je sais pas, mais des gens qui s'intéressent au magnétisme, aux énergies, pourraient peut-être m'expliquer pourquoi c'est là, ou au feng shui. C'était au-dessus de cet évier, il y avait un sol en verre, en fait. Peut-être qu'il y avait un genre de lumière. En tout cas, voilà, cette maison était pour moi inhabitable. J'ai rencontré un homme il y a peu de temps qui est venu me voir, tout honteux d'avoir gagné de l'argent et de s'être fait construire dans le petit village où il avait grandi la maison de ses rêves. Il est incapable de l'habiter, il est incapable de rentrer chez lui parce que le dimanche, les gens viennent voir la maison dont tout le monde parle. Donc voilà, un drap peut être habitable pour un enfant dans une grande crise d'angoisse. Une très belle maison dans un pays occidental supposé moderne peut être absolument inhabitable. Alors, se détendre. Peut-être je pourrais vous redonner comme ça, comme piste, toujours une histoire autistique. L'histoire de Temple Grandin. Donc, Temple Grandin, qui est cette jeune femme qui a écrit sur l'expérience de son autisme. Et c'est le premier texte complet qui est arrivé en France, traduit. On est à la fin des années 80,
Et cette jeune femme raconte que tout ce que les éducateurs, instituteurs, psychologues et autres bienveillants qui tentent toujours de limer les cultures locales pour imposer la culture commune, tout ce qu'ils lui ont apporté l'a détourné de son projet, qui était, depuis qu'elle était enfant, se bricoler un lieu où elle pourrait être serrée. Et puis, il y a un film d'ailleurs qui s'appelle Temple Grandin, je crois, qui montre, qui met en image ces expériences. Et un jour, elle est dans une foire aux bestiaux, je crois, avec sa tante, et elle voit une machine qui serre les bœufs, le temps de les tatouer ou de les compter. Et elle se dit, c'est ça. Et elle va se faire construire une cabane, enfin, avec des vérins, une sorte d'appareil dans lequel elle loge son corps, et une fois qu'elle est dedans, ça vient se plaquer contre son corps, et là, elle peut se détendre. Enfin, pour moi, habiter, c'est ça. Voilà pourquoi j'ai dit trouver son maître, c'est-à-dire pouvoir se loger comme étant le second d'un mécanisme, d'un auteur, d'un père, d'une culture, d'une religion, je ne sais pas quoi. Pouvoir se loger comme second de quelque chose de fort, que l'on croit fort, et qui va permettre que l'on se détende. Quand on arrive à faire ça, et c'est le boulot des psys pour moi est d'organiser des lieux comme ça, ou des temps comme ça, plus personne n'est fou. Plus personne n'est inécoutable. C'est la raison pour laquelle les gens qui ont travaillé en psychiatrie vous diront que des fous, ils n'en ont pas croisé. Enfin, ils ont pu croiser des moments de crise où la personne, justement, a perdu son lieu et est obligée d'aller s'exploser contre les murs ou hurler sa colère, mais parce qu'elle est sortie de cet endroit qui lui permettait d'être apaisée. Quand un sujet habite vraiment cet espace imaginaire qui lui garantit qu'il est le second, il se détend et est toujours logique. Peut-être peut donner un exemple de ça. Dans les grandes folies que décrivaient les aliénistes depuis le milieu du XIXe siècle, donc c'est-à-dire la première époque sans médicaments, sans neuroleptiques, et puis dans la deuxième partie avec ces médicaments, quand on s'intéresse au délire, que ce soit dans ces grandes familles là, qu'on appelle la paranoïa et qu'on appelle la schizophrénie, la fonction du délire a toujours eu pour but de créer une première entité dont le sujet serait le second. Je vais prendre un exemple très simple qui est bien connu dans l'histoire de la psychanalyse. C'est Freud qui avait travaillé cette histoire. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Schreber, qui est juriste en Allemagne et qui va par 2 fois se retrouver à l'hôpital psychiatrique de l'époque. La première fois, il est très hypocondriaque, il y a un truc qui ne va pas, il a mal, mais il ne sait pas où, il ne sait pas pourquoi. Et puis il retourne, et là il s'étonne que le médecin soit le même que la fois d'avant. Et il se méfie, il va trouver que cet homme le regarde d'un peu près, c'est le docteur Flechsig. Et puis il se dit que cet homme a un intérêt, certainement. S'il le regarde d'un peu près, c'est qu'il veut le castrer. Donc on n'imagine pas ce que c'est qu'être hospitalisé dans un lieu dont on imagine que le médecin veut en fait nous mutiler. Et puis Schreber va se mettre à délirer complètement, c'est-à-dire qu'il va se mettre à raconter une histoire qui pour la plupart des gens est folle, mais comme il écrit tous les jours ses pensées, on a accès à l'édification quotidienne d'un récit qu'on qualifierait aujourd'hui de délirant. Et quand vous le suivez, c'est un récit qui est à peu près logique. Il y a me concernant, il y a un gros passage où là, j'ai un peu de mal, mais sinon, c'est implacable. Qu'est-ce qu'il raconte, Schreber, au fil des jours? Le médecin veut le castrer. Mais ce médecin est un tout petit médecin, ça ne peut pas être lui qui ait cette prétention. C'est Dieu qui a demandé au médecin de le castrer. Mais Dieu est bon. Mais alors il y a une partie saine de Dieu, puis une partie malsaine de Dieu. Et puis il va commencer à halluciner des nerfs divins. C'est-à-dire qu'il est connecté avec quelque chose de plus fort que lui, qu'il ne voit pas, mais dont il perçoit le lien.
Bref, je résume. Et il va terminer par dire, ok, être castré pour devenir le partenaire de Dieu, d'accord. Être castré pour devenir la femme de Dieu, d'accord. Alors, on va trouver ça complètement délirant. Ça l'est, effectivement. Pourquoi il veut devenir la femme de Dieu? Enfin, pourquoi cette histoire se reconstruit en lui? Pour repeupler l'humanité, qui a été bâclée à la 642, dit Schreber. Et donc là, on comprend que s'il est, alors je ne vais pas assez raconter son histoire, mais depuis tout petit, il est en marge des groupes dans lesquels il se trouve. Il est sur le bord du groupe. Voilà. Là, je suis sur le bord du groupe aujourd'hui. Vous aussi. Il est en permanence sur le bord. Bon. En fait, c'est pas parce qu'il était bizarre ou fou, c'est parce que toute l'humanité n'était pas finie. Vous voyez ça? Bon, mais la fonction du délire, je résume, mais la fonction du délire, c'est celle-là. C'est de créer un habitacle dans lequel le sujet devient second pour comprendre enfin et se détendre. Il est sorti de l'hôpital, on raconte qu'il s'habillait en femme de temps en temps, mais c'est une version qui lui a permis de tenir, pas trop loin des autres, quelque temps. Alors on pourrait considérer que nous en sommes tous un peu là, avec nos fictions familiales, nos histoires délivrées tous les jours par les informations, les informations du jour. Donc vous avez pu remarquer qu'ils étaient très décalés en ce moment de la richesse de ce qui peut se passer dans un pays comme le nôtre. C'est vraiment quelques titres qui vont toujours dans le même sens. Mais on pourrait s'intéresser à la manière dont chacun a besoin de prendre un peu de distance vis-à-vis de l'idéologie culturelle du moment, assénée à coup de publicité. Et ça donne par exemple un autre film, j'ai oublié le nom du réalisateur, peut-être que vous l'avez en tête, qui s'appelle Au bord du monde. Au bord du monde donne la parole à des gens qui habituellement sont plutôt des gens qu'on voit peu, des gens qui sont posés là, qui transportent leur habitat, qui peut être une tente Décathlon, d'un lieu à l'autre. On y voit un monsieur, par exemple, qui est extrêmement organisé, qui a un chariot dans lequel chaque espace est compté, il est dans une logique de survie, il déplace son agencement, et puis il le déplie le soir, il range le chariot dans la tente, et cet homme-là, pour une fois qu'on lui donne la parole, raconte ce qu'il perçoit comme délire chez tous ceux qui sont des habitants plus classiques d'appartements ou de maisons. Et lui, il raconte qu'il voit de plus en plus des grilles arriver, des gens se protéger, se cacher, et il a l'impression que le progrès, ou que l'avancée en années amène les habitants des lieux tout prévus exprès pour habiter à être de plus en plus inquiets de leur voisinage. La fonction d'un habitat, c'est aussi de protéger des prédateurs et on va dire des conditions climatiques qui entourent la petite enveloppe que chacun s'est créée. Donc Au bord du monde, c'est un film qui inverse le propos. Ce sont tout à coup des gens qui sont plutôt sédentaires, comme l'était Deligny, qui perdait du temps à regarder un autiste évoluer. Des gens qui mendient, des gens qui sont capables de se poser 3-4 heures devant un supermarché, en tendant la main ou non. Eh bien, ce que font ces réalisateurs, juste en leur donnant la parole, est du même ordre pour moi que ce que Wang Bing fait pour cet homme qui est dans son trou. Et alors, quand on pense des choses comme ça, tout s'inverse très vite et la dignité change de camp, souvent. Alors, la plupart des... Je voudrais parler d'un autre type d'enfermement qui nous permettra peut-être de discuter après. C'est le fait d'être enfermé dans un corps, en fait. Le fait d'être enfermé dans un corps qui palpite sans que je puisse contrôler grand-chose, qui est traversé par des pensées sans que je puisse contrôler grand-chose, qui rêve sans moi, qui désire,
qui souffrent. Enfin, là où j'en suis dans l'accompagnement des gens qui viennent me parler, j'entends ça aujourd'hui très fort. La difficulté qu'il y a quand on est seul avec les pensées qui traversent, comme un flux, de manière incessante, la difficulté qu'il y a à pouvoir habiter le corps dans lequel nous, je pense que c'est nous, sommes enfermés. Les adultes savent bien, mais l'oublient en permanence, qu'il suffit d'essayer de repérer le lieu d'où ça parle pour s'apercevoir que ça nous échappe. Je ne sais pas d'où je vous parle là. Je sens des choses, mais c'est certainement pas une expérience de pensée avec la tête, par exemple. Il suffit de fermer les yeux, se détendre, parce qu'on a trouvé justement ce bord à habiter là, pour se mettre à avoir le cerveau qui bricole dans tous les sens, ce qu'on va appeler le rêve, les rêves, que la plupart des gens d'ailleurs oublient, ou en tout cas la plupart me disent, quand on se rend compte pour la première fois, qu'ils n'ont pas accès à cette pensée-là, ils ne rêvent pas. Ils sont quand même un peu étonnés que je leur ai posé la question, donc parfois, la fois d'après, ils reviennent en disant qu'ils ont rêvé mais ils ont oublié. Et puis progressivement, si je continue à poser la question, c'est pas du tout pour interpréter le rêve, ça m'intéresse pas. Si eux ont un besoin d'interpréter, ils le feront tout seuls. Mais c'est juste pour les reconnecter avec ce flux en eux qui est une pensée folle, en fait. Quand on peut supporter d'être traversé par une pensée folle qui n'est pas contrôlable, on n'a plus grand risque d'être fou. On est sans doute un peu plus seul, hein, ça peut isoler dans sa communauté. Et donc ça marche très bien. La plupart des gens, au bout de quelques semaines, disent « Ah, j'ai rêvé ça, et je l'ai noté, ou il me reste juste un petit bout, je vais vous le donner. » Et voilà. Et on voit les parlants se réconcilier avec quelque chose qui les traverse, dont ils n'ont plus peur. Bon, ça fait toute la différence avec je ne sais pas, Bénédicte pourrait peut-être préciser le nombre de... Quel est le pourcentage de gens qui, pour s'endormir, prennent un petit truc? Je ne sais pas. Parce que... Enfin, en maison de retraite, sûrement, je ne sais pas, madame, en maison de retraite. Déjà, c'est pour l'histoire des anciens. Enfin, moi, j'ai pas travaillé, mais j'avais un étudiant avec moi qui est parti pour être soignant et infirmier en maison de retraite. Ce qu'il y a, c'est que quand il y a peu de monde, le soir, c'est comme au milieu hospitalier, comme on n'a pas le temps de s'en occuper ou d'aller voir ce qui se passe, on met un calmant pour faire dormir. Hein. Alors, je ne développe pas, mais qui dit calmant, le lendemain, on ne va plus aux toilettes, parce que ça ralentit tout, on n'a plus trop d'envie, de désir et tout. Puis voilà, ça s'enchaîne un petit peu comme ça. Mais j'ai entendu la semaine dernière, on disait que la France, le pourcentage était très important de médicaments qu'on prenait pour pouvoir arriver à la fois s'endormir et dormir. Hein, et c'est extrêmement important, le nombre de personnes qui le font. En maison de retraite, pardon, il y en a 3 quarts qui prennent quelque chose. 3 quarts. Ça peut aller d'un antidépresseur à un somnifère. Le Valium. Voilà. C'est-à-dire que s'ils ont un besoin vraiment de pouvoir marcher et de sortir de leur champ et tout, ça revient à expliquer ce que vous disiez par rapport à la liberté de fonctionner dans cette maison. Ça ne fait plus partie des codes. Voilà. Il faut normer, hein, parce qu'on a un peu peur de ce qui va se passer. Donc, entre parenthèses, on drogue. Voilà. C'est pas entre parenthèses. Oui, oui mais le mot, est-ce que... Ah mais oui, mais c'est pas entre parenthèses. Oui, oui. Chez les tout Les jeunes mots gens. ont le sens. Oui, Et chez les tout jeunes gens aussi. c'est-à-dire on Les calme adolescents. par le mot drogue parce que Non, drogue parce que après il en ça faut d'autres. est un signifiant différent Il en faut dans d'autres. le langage pour les uns et les autres. Les adolescents avec lesquels je travaille qui sont placés là, ils prennent tous des antidépresseurs. Tous, 100%. Ils ont
que c'est pas compliqué aussi je pense pas beaucoup de gens, de s'endormir en fait. Mais De vouloir passer dans ce lieu justement où tout peut arriver. Oui, c'est un des moments les plus anxiogènes de la journée. On prend la tisane avant de se coucher, on lit un livre, on s'organise un petit peu en espérant que la nuit va suivre un peu le film qu'on vient de voir. Et en fait, on a peut-être, est-ce que c'est culturel ou pas, je ne sais pas, j'ai la sensation que beaucoup de gens sont inquiets de se coucher en fait. Énormément chez les adolescents, mais c'est peut-être autre chose là. Mais j'ai cette sensation là que peu de gens se couchent avec plaisir en se disant je vais aller au cinéma cette nuit. Oui, c'est ça. C'est ça. Et je pense que quand on arrive à cet endroit-là, c'est assez extraordinaire. La nuit, ça fait peur depuis la nuit des temps, depuis l'homme dans la grotte, sur les arbres. C'est ce qu'on imagine. Ils ne l'ont pas, je sais pas, je ne les ai pas entendus témoigner de ça. Je crois que On entend prédater, par exemple, la nuit, ça fait peur. sauf si vous avez fait alliance avec le monde de la nuit, et que ce monde-là vous protégera d'emblée. Aujourd'hui, vous voulez dire. Ou il y a Je 30 000 ans. ne sais pas, j'étais pas là. Dans l'Antique, où effectivement toutes les grandes révélations se faisaient la nuit, beaucoup, le matin ils se levaient, Voilà, c'est ça. en fait ils avaient rêvé, mais il va se passer ça demain, il faut faire ci, il faut faire ça, et les choses étaient menées un peu Alors, alors après, est-ce que c'est culturel avec judéo-chrétien, tout ça, Alors oui, je c'était pense. un peu inquiétant. oui, parce que l'antique, ils n'avaient pas les gens à la télévision, de rien, alors ils imaginaient les trucs. Alors, Ouais. il n'y avait pas tout ce mobilier comme télévision, ordinateur, tout ça, qui faisait qu'ils imaginaient des trucs. On se comptait beaucoup, hein, monsieur Duconte. Quand c'était la nuit, quand c'était l'hiver, quand on va rechercher des témoignages des anciens, on se regroupe un petit peu autour du feu et de la lumière, et justement là, on est encore en train de raconter des contes qui souvent font peur. Oui. Ce qu'on faisait en rien- colonie, Voilà. avant de dormir, Voilà. on racontait les contes. Et on retrouve les mêmes symboliques des contes en Europe, en Orient, voilà, En Amérique. dans le monde entier pratiquement. Même si ce n'est pas tout à fait les mêmes mots, on a les mêmes symboliques. On a un rituel, les anciens avaient aussi un rituel avant le passage du sommeil ou du rêve, ou peut-être du coup assemblé. Et peut-être qu'en maison de retraite, si on leur racontait un conte le soir, ils dormiraient mieux. L'histoire des enfants avant de s'endormir, je ne sais pas. C'est l'histoire qu'on raconte aux enfants avant de s'endormir, souvent va leur permettre de s'endormir sans qu'ils s'aperçoivent qu'ils passent la frontière. Et c'est la fonction de l'orgasme aussi. C'est la fonction du verre de vin avant d'aller se coucher, un dernier pétard, enfin, voilà, toutes ces occasions de pouvoir, par l'ivresse, passer la frontière sans s'en apercevoir. Mais alors, on n'est pas tous... je donne souvent cet exemple, j'ai un ami marocain qui est psychiatre, et un jour je parlais du rêve, et puis il me dit, mais c'était pas du tout comme ça dans ma famille, quand j'étais enfant. Moi j'avais l'idée, à l'époque, idiote, enfin l'époque était déjà idiote, puis mon idée l'était certainement, j'avais l'idée que quand un couple s'endort, chacun rêve de son côté. Voilà. Une bonne production, une société individualiste, consommateur individuel. Et lui, il me dit, mais pas du tout. Au Maroc, quand je me réveillais le matin, on partageait un grand bol de thé qui passait comme ça dans le cercle. Et on parlait du rêve de la nuit. Avec l'idée que le rêve de la nuit, chacun en avait fait un petit bout, mais c'était un scénario collectif. Rien à voir avec ce dans quoi j'ai grandi moi, où on me demandait si j'avais produit mon rêve, enfin, et si je pouvais éventuellement le rapporter. Et alors il poussait le luxe jusqu'à me dire, et d'ailleurs je posais mes lèvres au même endroit que la personne qui me précédait, parce qu'il y avait une petite pellicule supplémentaire. Et moi, dans mon éducation, mes fictions familiales délirantes, on m'aurait
m'aurait poussé à mettre mes lèvres partout ailleurs. Mais surtout pas là où ma mère, mon frère, mon père les avaient posés. Alors voilà, je pense que nous pensons la solitude et donc notre rapport à l'après ou à l'avant en fonction des territoires sur lesquels on a chuté. Et des histoires que l'on raconte à cet endroit-là. J'ai eu la chance de faire un petit tour de France il y a une dizaine d'années de la psychiatrie en animant beaucoup de formations, et je me suis aperçu que la manière dont on considérait la frontière entre le normal et le pathologique, entre l'acceptable et l'inacceptable, etc., différait de manière conséquente en France, selon que on habite Saint-Malo par exemple, et que le vent est là toute la journée, le bruit est là toute la journée, la mer est présente et se déchaîne, ou selon qu'on habite à Leim dans le Lot, où il y a un hôpital psychiatrique perdu au fond d'une cuvette, avec une gare où le train n'est jamais arrivé. Il y a un hôpital psychiatrique, quelques maisons, un bureau de tabac qui fait photocopieuse et des pots de pain. Et ben, la manière de considérer ce qui est acceptable va d'un lieu à l'autre. Alors, je parlais de Tahiti, sur un archipel, c'est encore différent. Être sur une île et être dans un archipel sur une île, c'est encore une autre chose, à laquelle je sais que je n'aurai jamais accès. Je ne pourrai jamais comprendre ce que c'est qu'habiter un archipel. Parce que rien dans les figures géométriques qui me permettent de penser ce qui m'arrive ne m'a été transmis là où je suis tombé. Et aujourd'hui, dans l'éducation qu'on propose aux enfants de ce pays, il y a très peu d'occasions de passer du temps seul avec la pensée qui les traverse. Je ne parle pas seulement des objets qui sont... J'ai des enfants aujourd'hui qui sont hyper connectés, malgré surveillance, interdiction, malgré l'intérêt que j'ai pour cette génération qui bricole un truc nouveau. Ils sont hyper connectés, ils passent très peu de temps seuls à écouter les bruits du corps, etc. Eh bien, je pense quand même que cette éducation-là, de surconsommation excessive, de détournement de la pensée, va produire des sujets anxieux. Quand on rentre seul chez soi, on peut être tenté d'allumer la télé, le répondeur, son partenaire, de déclencher quelque chose pour ne pas risquer justement d'être dans une situation anxiogène qui viendrait, c'est la fonction de l'angoisse, dire qu'il va se passer quelque chose pas loin, maintenant. C'est ça, l'angoisse, elle ne dit pas ce qui va se passer, mais elle prévient en nous mettant tout en éveil qu'il va se passer quelque chose d'important, là, maintenant. Et donc le fait d'allumer un objet qui nous précède, ça va nous distraire de tous ces bruits que connaissaient nos anciens il y a quoi tous, ici, il y a 2 générations. Dans le film de Wang Bing, cet homme qui vit dans un trou, il passe son temps sans Walkman, on dit plus Walkman aujourd'hui, sans casque sur les oreilles, il n'a pas d'iPad, il va ramasser de la crotte de cheval là, pour azoter la terre là, parce qu'il a le projet de mettre dans cette terre quelques graines, et toute sa journée, comme le faisait mon grand-père, est consacrée au moindre geste, pour pouvoir aller au temps d'après. Bon. Excusez-moi, c'est une fiction, ça ou c'est... Non, c'est pas une fiction. Ouais, c'est un vieil homme chinois qui est dans des conditions d'extrême pauvreté et qui est dans un trou. On croit apercevoir une sorte de maison en terre en construction. Peut-être il l'habitera plus tard, on ne sait pas. Il ne parle pas. Il prend le temps de faire sa cigarette, il prend le temps de la fumer, il fait du feu dans son trou. Il a des vieilles gamelles, il fait à manger, il mange, il sort sous la pluie, il lave ses vêtements, et il y a au moins 4 saisons, c'est pas découpé de manière chronologique, mais on voit à un moment qu'il prépare un terrain, et puis on le voit à un moment au milieu d'un terrain sur lequel il y a des pousses de soja, je crois, ou de maïs.
Non, c'est un cinéaste qui a donné de son temps pour filmer quelqu'un d'extrêmement seul. Je crois même, enfin moi j'ai vu dans ce film-là que par moment il faisait son paysage en refaisant des parois. Alors je ne sais pas ce que c'est dans ce paysage, il y a des espèces de murs en terre et régulièrement il vient rajouter de la terre pour soutenir la rendre forte. Et c'est ça aussi, c'est fait de façon très cyclique également. Revenir faire Il y a un son moment paysage. Il y a un moment où il parle, c'est quand il a sa courgette là. Oui. Il a une courgette magnifique, il la lave alors qu'il a les mains sales. Il a les mains complètement sales, mais il nettoie bien sa courgette. Et là, il parle au cinéaste, en fait. Mais ce qui était étonnant aussi, c'est qu'il est seul ou en Chine, c'est impossible d'être seul. Impossible. Le collectif est tellement fort et tellement présent que c'est surprenant de voir un Chinois seul. Ça n'existe pas, je crois. Oui, au festival, dernier festival de cinéma de La Roche-sur-Yon, j'ai accompagné un réalisateur chinois qui habite dans les grandes villes. Il était étonné, il me disait, dans vos paysages de Vendée, il n'y a personne. Chez nous, il y a toujours quelqu'un dans le champ, il y a toujours... Et là, les gens sont rares, en fait. Même dans les rues. Les gens sont là. Oui, les gens sont... Il disait, oui, chez nous, il y a toujours quelqu'un dans un champ. Il y a toujours quelqu'un quelque part. Et là, il dit, on passe dans des paysages où il n'y a personne. Et il était assez fasciné. Et c'est vrai qu'effectivement, pour le film de Wong Ling, qui est en vente assez facilement, je pense, et qui n'est pas très cher, malheureusement pour lui, puisque ça lui permet de travailler derrière. Il est assez accessible sur... On peut le trouver facilement ce film. Effectivement, une grande solitude, enfin, un isolement assez impressionnant, quand on sait qu'effectivement la Chine est très peuplée, même en campagne. Il n'y a pas des zones désertiques, hein, des trucs. Il y a des zones désertiques. Oui, il y a des, Oui, il y a oui. des zones en Chine où il y a... un moteur à un moment. Voilà, Oui, il ouais. y a des paysans, donc il n'y a pas de nom. Oui, Il y a des tracteurs, il y a des vélos, on voit des gens à vélo traverser. Et lui, il ne les voit pas. Voilà, c'est ça. Et puis le titre est très important, il est sans nom, surtout quand il est seul parce qu'il est sans nom, parce qu'il est détaché. Il y a des gens qui vivent comme Ça ça se dans trouve, les il y a grandes du villes. monde autour. Bien sûr. Oui, alors ça Le m'amène. lien avec, est-ce que vous pouvez me dire sur le lien avec excusez-moi, avec l'hyperconnexion. Donc en fait là vous faisiez un lien avec Oui. Ouais. C'est ce que je dis. Mais je sais pas. C'est présent. Il y avait une hyperconnexion. Arriverais-tu à C'est tout par rapport au rythme vous parlez des anciens, de grand-père, Oui. Qu'est-ce qu'on nous vend avec l'idée de l'hyperconnexion? Le fait qu'on n'est plus seul, jamais. On a accès à la culture de l'autre avec le web en permanence, on peut jouer en ligne, enfin, on nous vend un modèle communautaire, Facebook, etc., réseaux sociaux, alors que de mon point de vue, un des effets, c'est comme ça, hein, c'est pas forcément dommageable, mais un des effets, c'est que ça détourne le sujet hyper connecté des bruits qui le traversent. Voilà. Je ne vais pas dire des bruits de son corps, mais des bruits qui le traversent. Et des pensées qui le traversent. Et alors, je reparlais de mon grand-père et ses copains, qui avaient un petit lopin de terre, une maison, à une époque où d'ailleurs, pas mal, j'ai grandi dans les campagnes des Mauges, pas mal de gens construisaient leur maison à côté de celle de leurs parents ou dans le jardin de leurs parents, s'il y avait la place. Et lui et ses copains passaient un temps conséquent à construire des cabanes, des granges, des caves secrètes qu'ils cachaient au fisc, enfin tout un tas de petites maisons autour de la maison. Et il y avait à cette époque un art de la sieste, par exemple, l'art de la sieste, c'est quand même le plaisir d'aller retrouver cette machine à penser qu'on ne contrôle pas. Je pense qu'aujourd'hui, cet argument-là de vouloir connecter les parlants entre eux, à l'échelle mondiale, a pour effet de les détourner du rapport qu'ils entretiennent avec tout ce qui est plus fort que moi et qui me traverse en permanence. On le voit avec les nouvelles lunettes qui sont faites avec les derniers smartphones de chez Samsung, en l'occurrence, et qui sont assez impressionnants, puisque là,
là, on rentre vraiment dans le virtuel, quoi. Et, on peut se poser la question si quand on voit l'utilisation, la cadence et l'intensité qu'ont certaines personnes, parce que bientôt les ados sont plus des ados, et le temps qu'ils passent sur le numérique, on se demande à quel moment ils vont mettre les lunettes. Parce qu'effectivement, il y a aussi le bruit, mais le regard aussi, sur le monde qui est autour de nous. Dans la rue, on est avec le téléphone. C'est une évolution. Oui. Voilà, c'est comme ça. Quand on dit se couper, là, quand on est là et se couper, moi, les enfants que je côtoie, les ados, mes petits-enfants, ils ont l'impression pour avoir l'impression qu'ils existent, il faut qu'ils se photographient pour montrer aux autres, pour que les autres leur renvoient comme quoi ils existent. Comme vous étiez en train de dire, comme si l'intérieur, quelque chose qui est là à l'intérieur, ils en sont coupés, et qu'en fin de compte, ils sont en train de les chercher autour d'eux pour avoir l'impression qu'ils retrouvent un peu de leur intérieur, quoi. Hein, donc il faut, regarde, je marche, regarde, je suis à la mer, il faut vite photographier pour que l'autre lui renvoie peut-être quelque chose, un mot sur la mer par lequel il est en train de passer, pour peut-être essayer de sentir quelque chose de la mer, parce que peut-être que lui-même il ne trouve plus, ou il sent plus les mots, et c'est peut-être les copains qui vont lui dire un mot, « Ah, t'as de la chance, il fait beau, tu dois être bien », et là, peut-être là, d'un seul coup, ouais, il s'aperçoit qu'il est bien parce qu'il est au bout de la mer, mais s'il ne l'a pas dit aux autres, cette espèce de sensation, on a l'impression que ça lui échappe. Qu'il arrive, comme vous disiez, qu'il n'arrive plus à se reconnecter directement à sa propre sensation, à l'univers qui est là autour, un peu au grand tout, comme vous dites. Et s'il n'y a pas le copain en face ou les copines en face pour lui renvoyer parce qu'il s'est photographié ou ce qu'il avait, il y a quelque chose qui lui échappe. Je pense que c'est pas une question c'est une question d'adolescent. C'est comme en construction, je pense quand moi je reconnais qu'on plus de 40 et quelques années qui sont comme ça. Hein. Mais je pense que c'est pas le numérique, mais là c'est le numérique maintenant, c'est le rapport. Mais avant c'était pareil, l'émotion que j'avais, il fallait que je trouve quelqu'un qui me la renvoie, que je puisse espérer, penser qu'elle existe, quoi. Enfin, elle existait, mais il on écrivait une carte postale. On mettait plus de temps. Il fallait besoin d'un retour, quoi. Mais je pense que le numérique n'est pas que mauvais. Pas que. Bien sûr. Je pense qu'il y a une construction possible aussi dans justement apprendre de quelqu'un d'autre et pouvoir l'incorporer et avoir cette idée. Parce qu'en fait, on est quand même en construction quand on est jeune. Donc il faut bien se construire avec quelque chose. Et c'est encore un moyen. Alors après, effectivement, il y a des dangers, il y a des tas de choses. Et effectivement, il ne faut pas se noyer. C'est-à-dire qu'en fait, il faut apprendre à pouvoir dire oui, dire non, faire sien. Donc apprendre à se nourrir. Peut-être ce que je voulais dire, en fait, si je vais un peu plus loin, c'est que l'éducation qui implique d'être sans cesse avec des objets qui précèdent l'enfant, qui le nourrissent, c'est-à-dire si ça rate, je recommence, si c'est pas ça, je trouve à côté, ne permettrait pas de les équiper pour devenir migrants. On est quand même à un moment de l'histoire du monde où de nouveau des migrations immenses s'annoncent, c'est-à-dire des gens qui quittent leur maison, parfois il n'y en a plus, leur pays, les générations précédentes, et qui partent à l'aventure avec un point fictif. C'est trop sécurisant, en fait. Non. Oui. Enfin, ce que je veux dire, c'est pour pouvoir être un migrant qui soutient son projet de déplacement. Réussir à être insécure. Voilà, c'est ça. Il faut avoir trouvé en soi la possibilité d'être. Il faut avoir la possibilité de faire l'expérience qu'habiter, c'est être habité. En fait, vous voulez dire qu'on a besoin de prothèses, quelles qu'elles soient médicamenteuses.
On se crée un besoin de prothèses, on nous le crée. Que Voilà. ce soit médicamenteux, chimique, Oui. physique, connecté. Ici, en ce moment, en tout cas. Parce qu'on n'a pas on ne trouve pas les ressources en soi. On ne nous a pas donné les moyens de trouver nos ressources. C'est beaucoup la lecture. Je pense, oui. Vous avez fini ce que vous vouliez dire? Jamais. Non, mais là, sur cette idée-là, oui. Je ne sais pas si on fait un débat ou si vous Allez, finissez. allons-y. Je ne sais pas trop. Non, je vous laisse la parole. J'avais l'impression que vous n'aviez pas terminé sur les migrants. Non, parce que je pense qu'on est au tout début d'une question qui va bouleverser notre rapport au territoire, notre rapport à la propriété. À partir du moment où des gens sont prêts à tout quitter pour emmener leur corps et celui de quelques proches comme seule possession, et qu'ils viennent percuter une autre culture, même si les cultures étaient déjà en contact par la guerre, ça va forcément avoir un effet sur la manière dont on pense la propriété d'un territoire ici. Ça me semble évident. Lequel je suis incapable de le prédire. Mais je pense qu'on est... des fondamentaux vont bouger, et de manière extrêmement rapide. Moi, on m'a plutôt éduqué avec l'idée que je m'appelle Patrice Lambert, parce qu'il est déjà complètement un psychanalyste complètement idiot. On m'a appelé Patrice Lambert. Qu'est-ce qu'on a appelé de moi Patrice Lambert? Oui, on ne m'a pas donné accès à tout ça à l'école. On m'a donné l'idée que mon corps, c'était moi, que ça avait un nom, une carte d'identité. Il y a tout un tas de cultures qui se fichent complètement de cette histoire-là. Je vous ai donné l'exemple du rêve au Maroc. On pourrait aller regarder la manière dont les Chinois, des textes anciens chinois racontent la connexion entre le vivant du corps et le vivant du reste. Je crois que c'est cette conception qui nous amène en psychiatrie, par exemple, à considérer que Madame Untel est bipolaire, son corps, son cerveau, elle est bipolaire, elle, et donc on va lui adresser à elle des médicaments, sans considérer que ce qu'elle dit, quand on croit qu'elle est bipolaire, en fait, c'est une réaction à ce qui se dit autour d'elle, à ce qu'on lui propose. Voilà. Cette manière de concevoir ici que l'individu, le corps et ses maladies font socle, je pense, grâce à la question que vont nous apporter ces gens qui traversent les frontières pour survivre, va être complètement bouleversé. Et tant mieux. Mais je me dis, ça fait quand même un moment que les gens migrent. Pas tant En que ça. fait, non mais en France, les Français sont peu migrants, mais ils ont reçu des vagues de migration quand Oui. même. Et donc on peut s'interroger dans ce cas-là sur la relation entre les migrants et les non-migrants. Parce que il y a quand même des générations et des générations de Français. Il doit y avoir 5 millions de Français issus des migrants, des migrations. Enfin, que se passe-t-il? Alors, je ne suis pas sociologue, donc je vais vous dire des bêtises, mais Non, l'idée grossière que j'aurais sur ça, c'est que ce n'est pas la même chose de migrer quand on est appelé par une population qui propose de l'emploi, un logement, etc., ou de migrer par la force, parce qu'il n'y a plus rien derrière et qu'on ne sait pas où on va se poser. Il y a eu beaucoup d'immigration qui correspondaient à des commandes, finalement. Après des guerres, ou bien dans des moments où il y avait une grande croissance. Là, c'est pas ça. On est au tout début. Il suffit de prendre une carte et de regarder un peu la taille de la Syrie, par exemple, et puis regarder la difficulté des grands pays qui sont autour, pour s'apercevoir que le problème tel qu'on commence à le découvrir est sans doute le tout début d'un grand bouleversement, enfin d'un grand changement. Bon, mais je vous dis après, bon, c'est pas ma compétence d'aller loin sur le sujet, mais je crois quand même que l'impasse dans laquelle notre psychiatrie s'est retrouvée là, en s'acoquinant avec la finance et les labos, qui racontent cette fiction que c'est Madame Machin qui est comme ça, qui fait qu'aujourd'hui, on n'hésite plus à mettre effectivement des enfants et des adolescents qui sont en pleine ouverture pulsionnelle, sous des médicaments qui sont, on en parlait hier, sous l'amphétamine par exemple, enfin voilà, des trucs bien puissants qui modifient complètement le rapport
structure. Alors peut-être sur ce sujet-là, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, je voudrais le dire de manière plus claire. Aujourd'hui, le monde du médico-social, ce qu'on appelle le médico-social, donc tous ces lieux d'accueil pour des personnes qui à un moment ont besoin d'un autre, ont été laminés par la collusion entre le monde de la finance et l'État français. C'est une histoire européenne, moi je la connais seulement en France. On assiste à un retour des effets nosocomiaux dans les structures hospitalières, alors c'est par extension, dans les maisons de retraite, un retour de la contention, une ingérence de protocoles qui doivent être respectés à la ligne. Je vous donne juste un exemple. Dans la région de Pays de Loire, l'agence régionale de santé, donc qui est chargée de gérer les budgets de la santé et les programmes en face des dépenses, et qui est chargée de veiller à ce qu'on appelle aujourd'hui les recommandations de bonne pratique, hein, qui viennent directement de l'État, c'est-à-dire non pas des cliniciens, mais des administratifs, hein, des gens qui comptent, rassemble l'ensemble des associations, dit voilà, nous avons une enveloppe pour prendre en charge tant de personnes avec autisme, voilà la méthode qu'utilisera le vainqueur, voilà le prix, le nombre de séances de tel thérapeute, le nombre de tel autre, c'est-à-dire que voilà la formation que vous allez suivre, et là ce qui est en train d'arriver, c'est tout nouveau, et avec la formation, il y a les superviseurs qui viendront vérifier que l'argent de l'État dépensé pour la formation permet bien que la formation soit appliquée à la lettre. Et on est dans des méthodes cognitivo-comportementalistes, c'est-à-dire qui sont déjà des méthodes très, très autoritaires. Donc on présente ça à toutes les associations. Il y a 5 ans, je n'aurais pas pu croire qu'on fasse ça en France. Depuis 2 ans, ça se fait de manière complètement décomplexée. Et donc on dit, qui prend? Qui veut prendre? Et comme c'était déjà le cas dans la grande distribution ou sur les marchés dans le bâtiment, eh bien, l'association qui réussira à mettre en place ces conditions de travail pour les professionnels et ces conditions d'accueil pour les usagers, qui récoltera le marché, l'aura pour un temps très court, le plus souvent, c'est une durée de 2-3 ans, et va produire, enfin moi j'interviens, je sais pas, dans une quarantaine d'institutions de la région, donc je vois ça tous les jours, ça va à une vitesse folle. C'est-à-dire que les lieux d'accueil pour les personnes en difficulté aujourd'hui, ça ne peut pas durer, sont prêts à être gagnés par le monde du commerce et de la technique. C'est-à-dire qu'une fois que les institutions ont été parfaitement mises en ligne, elles sont du coup gagnables par n'importe quelle grosse entreprise ou association européenne, puisque les appels d'offres aujourd'hui sont faits à cette échelle-là. Un des effets tout simples que ça a sur les directeurs généraux d'associations ou sur les directeurs de structures, il existait des groupes transversaux de directeurs et de directeurs généraux. Or, aujourd'hui, ils sont en train de devenir concurrents. Donc ces groupes de personnes qui étaient entre les injonctions techniques et administratives et le lieu de la clinique, où on prend le temps, comme Wanbing, de regarder une grand-mère en maison de retraite, ils pouvaient faire corps et défendre un certain nombre de principes éthiques. Aujourd'hui, ils sont devenus concurrents, tous. En quelques mois, dans les Pays de Loire, ces groupes ont fondu. Donc voilà, on est peut-être un peu hors sujet, mais... Est-ce que vous intervenez dans ces institutions? Oui. Est-ce que vous avez le droit de dire? Alors c'est un paradoxe absolument étonnant. Qu'est-ce qu'on vous laisse dire? On me confie des équipes sur des temps variables, ça peut être assez long. Toute la hiérarchie sort, ils peuvent tout dire, et j'ai pour consigne de n'en rien dire à personne. Et je peux vous assurer que ça marche, c'est-à-dire que toutes les hiérarchies que je croise respectent le principe qui est
un temps de 2 heures par mois ou 3 heures par mois où les soignants vont pouvoir analyser avec un tiers donc, qui vient de l'extérieur des problèmes qu'ils rencontrent avec leur hiérarchie, avec l'administration, avec une situation clinique. Et pour l'instant, ce travail se fait avec autant de qualité et de liberté qu'il y a une dizaine d'années. Je trouve ça paradoxal, et ça marche. Voilà. Ça ne produira pas un effet révolutionnaire. Non. Puisque bon, quand je suis entré à l'hôpital psychiatrique pour y travailler, en 95, je crois, les maisons de fonction étaient tenues par les médecins chefs de service. Vous savez, le secteur, la psychiatrie est organisée en secteurs, on découpe le département en 5, 6, 10 secteurs, puis on mettait un médecin psychiatre chef de service. Donc les maisons de fonction étaient délivrées à ces médecins chefs de service. Quand j'ai quitté l'hôpital, parce que l'administratif avait déjà gangréné tout un tas de choses de mon quotidien, les maisons de fonction étaient occupées par les directeurs administratifs. C'est-à-dire que déjà, le pouvoir dans ce lieu de soins avait changé de camp. Alors que les directeurs administratifs fassent leur travail, je trouve ça formidable. Le souci, c'est que quand il n'y a plus de dialogue, et donc aujourd'hui c'est le cas dans pas mal d'endroits où je vais, plus de dialogue où on peut élaborer entre l'administratif et le lieu de la clinique, si ça n'est que l'administratif qui pense et qui décide, on produit un système idiot. Un système idiot, c'est ce que Alain Suppiot, par exemple, qui est professeur au Collège de France, qui a travaillé sur la gouvernance par les nombres, appelle la production d'un automate, la production d'un algorithme automate. C'est-à-dire que le but du service administratif, s'il est coupé de la clinique, s'il n'a pas un superviseur qui de temps en temps vient ramener du sens, c'est de produire un algorithme automate qui garantisse qu'on ne dépensera pas trop, que la toilette aura bien eu lieu. Alors 7 minutes, oui, bah, si on peut faire 6, on fera 6. Ce qui importe, c'est qu'elle ait eu lieu. Et très protocolaire. Et très protocolaire, bien entendu. Très autoritaire. Voilà, oui, bien sûr. Sans ça, enfin, moi j'ai travaillé quelques années en psychiatrie, oui. Et donc j'ai vu un peu toute cette évolution complètement changée. Donc c'est vrai qu'il y a les labos qui sont là, il y a l'administration qui est là, il y a la formation aussi qui a changé. Oui, bien sûr. Moi je trouve en psychiatrie, après ça s'est uniformisé. Il y a les ordinateurs qui sont arrivés dans cette profession. Moi jamais j'aurais pensé que je me serais retrouvée derrière un clavier en train d'écrire mes transmissions toute seule, sans parler, à mon collègue qui a vu... Quelle fonction vous aviez? J'étais infirmière en psychiatrie. Donc j'ai vraiment vu toute cette évolution, quoi. Et mon travail n'avait plus de sens. Mais vraiment, plus de sens. Du tout. C'est ce qu'on voit dans les hôpitaux. Et je me rappelle sortie de la chambre que sur le clavier, sur le chariot, on met son impression et tout à sa collègue, encore. Et souvent, le temps d'échange qu'on a pour passer, ça grignote sur le temps personnel, si on a envie de se dire quelque chose. Et puis alors, avec le rythme maintenant, le changement dans les hôpitaux, 12 heures d'affilée, et tout, sur 3 jours et tout. Donc, la fatigue, l'écoute de l'eau, et tout, voilà quoi. C'est la rentabilité et la méthode. Le directeur de l'hôpital de La Roche-sur-Yon gère d'autres hôpitaux maintenant. Donc voilà, et quand vous parlez au plus 10 ans, alors c'est vrai, c'est habité, mais bientôt on va voir quelqu'un d'autre qui va venir habiter en Europe. C'est le marché transatlantique qui nous arrive et qui a été signé. Quand même en douce, on en parle un peu, et les Américains vont venir habiter chez nous à leur façon d'élever les bêtes, contrairement à notre législation, à une législation pourquoi pas de prendre les soins à leur façon, à leur rythme, sans habiter notre législation à nous. Donc on est en train de modifier plus ou moins
Mais voilà un nouvel habitat aussi. Hein. C'est une migration différente, une migration d'intérêt financier. Hein. Mais voilà, c'est voir habiter sur le territoire français et en Europe et ailleurs, puisque ça se fait déjà ailleurs, hein, des gens qui ont complètement une autre façon de gérer l'élevage, de gérer l'économie et même de gérer la législation. Hein, parce qu'ils ne dépendront pas de notre législation française. Donc, voilà, nouveaux migrants d'une autre façon. Qui nous arrive. Moi, les migrations ne m'inquiètent pas. Le fait que les cultures disons, sont voilà, trop chocs, c'est notre culture, c'est notre migration qui nous fait moins peur, oui. mais qui est quand même quelque chose d'extrêmement inquiétant si on prend le temps de regarder ce qui nous arrive. Voilà. Alors moi, je dirais le contraire, si je peux me permettre. Si on prend le temps de regarder ce qui nous arrive, comme Wang Bing prend le temps de regarder cet homme dans son trou, on va s'apercevoir qu'il y a tout un tas de créativité, il y a des esprits, il y a des hackers. J'ai rencontré un monsieur récemment, il est hacker social. Et son truc, c'est quand il trouve une décision politique stupide, et ben il remonte un peu qui est cette personne, avec qui elle couche, est-ce qu'il va au cinéma, il mène une enquête, et puis quand il a compris d'où était venu le truc, il balance sur Internet. Donc, que les cultures se rencontrent, à condition d'avoir le temps de pouvoir penser ce qui nous arrive, justement. C'est plutôt, de mon point de vue, une très belle chose. Que les cultures se rencontrent par la force et l'autorité sans avoir le temps ou les espaces pour essayer de comprendre ce qui se passe, ça m'embête beaucoup plus. Je vais vous donner un exemple j'ai parlé de pensée idiote. Je suis intervenu dans une institution il y a 15 jours qui accueille des personnes handicapées moteurs, plutôt très âgées. Et la salle dans laquelle on m'a fait intervenir avait gardé un paperboard d'une formation qui avait eu lieu la veille. J'ai pris en photo ce paperboard parce que j'étais complètement surpris de la violence de ce propos. Il était écrit « Pour améliorer la circulation de l'information dans le foyer, blabla, 3 flèches. Première flèche, une info par post-it. Deuxième flèche. 5 mots max par post-it. Troisième flèche, écrire gros. C'est une réunion d'adolescents. Ça coûte au moins 1 000 € par jour, une formation. Vous imaginez c'est-à-dire que cette pensée idiote est arrivée jusque dans cette salle où un formateur ou une formatrice n'a même pas honte de laisser la trace de ce qu'elle transmet, puisqu'elle la laisse... Et puisque je suis sur le réseau, je voulais dire aussi qu'en convenant un tout début de votre entretien, il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est les nouveaux bâtiments pour personnes déambulantes, errantes, on l'appelle comme ça maintenant, ils errent. Hein. Et donc on a des couloirs de circulation pour qu'effectivement ils ne touchent pas le mur. Tourne en rond. Ils tournent en rond. Pour accueillir qui? Les personnes désorientées, type maladie d'Alzheimer, voilà. Des institutions. Oui, mais c'est des unités spéciales, ils tournent en rond. Hein. Ils ne sont pas dans l'EHPAD ouvert, où on peut venir, là, il y a un SAS, il faut un code, voilà. Vous rentrez dans une unité fermée, avec un jardin, les chats, les cours à l'intérieur, il y a bien de l'eau, et ils ont un couloir de circulation où effectivement ils ne touchent pas les murs, puisqu'ils peuvent tourner en rond. Alors, on nous dit que c'est parce qu'ils sont déambulants et que... Et désorientés. Mais effectivement, ça interroge, parce que ça, du coup, les architectes ont ces là, je pense qu'il y a eu des comités, des commissions, quoi, qui ont décidé que c'était... Sauf que moi, les méthodes que j'ai trouvées la plupart du temps pour essayer de m'approcher d'une âme qui voulait revenir dans ses souvenirs très anciens, c'était certainement pas de déambuler, quoi. Enfin, c'était de s'approcher dans un tout petit espace, un peu clos, un peu dans le noir, et voilà ce que vous disiez. Mais pas... Et de parler. Et puis de parler. Je pense que la parole est très importante. Et on enlève ça justement dans les institutions. C'est-à-dire qu'il y a plus de personnel soignant de temps en temps là. Et voilà. Alors moi je racontais une fois à Nadia, et
Catherine, je suis allée en VRD dans une maison de retraite et je n'ai pas vu de collègues du tout. C'est le chien qui était là, sympa, qui m'a accompagnée, quoi. Voilà. Mais je n'ai vu personne. Je n'ai pas pu parler. J'étais accueillie par contre par le chien. Par le chien. Voilà. Et je n'ai pas vu mes collègues, donc je n'ai pas pu parler à mes collègues, je n'ai pas pu... Alors il y a des bonnes idées parfois entre le connecté. Il y a une maison de retraite pas loin d'Angers où ils ont, dans le salon, dans la salle commune, ils ont bidouillé un écran et le midi, enfin juste après déjeuner, il y a, comme la plupart étaient éleveurs de chevaux, c'est un endroit où il y a un haras et les gens, la plupart, étaient très accros aux courses de chevaux. Ils peuvent voir leurs chevaux, en fait, en direct. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Il y a sûrement des choses à faire sympas entre le connecté et voilà, des maisons de retraite, par exemple. C'est pas le connecté qui est important, c'est le projet. Là. Le projet, oui. Le connecté, c'est un outil. C'est le projet de... Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que maintenant, ce qu'on va voir, c'est souvent des robots qui vont remplacer les hommes pour aller vers les gens. Et ça... Bah, avec les robots, il n'y a pas la sauce. Il manque cette petite pellicule qu'il y a sur le bol au Maroc. Il manque la sueur qui passe dans les mains. Et effectivement, la sauce, vous ne pouvez pas la mettre en nombre. Ce que montre Alain Supiot dans la gouvernance par les nombres, c'est que le lien social, de manière générale, l'amour, le désir, la colère, tous ces trucs qui font qu'on tient ensemble, on ne peut pas les convertir parce que c'est équivoque. Et donc, le système dans lequel on est, là, pour l'instant, je ne sais pas ce que ça va donner, il élimine tout ça. L'oralité dans les hôpitaux, elle a été transformée en transmission ciblée. Ça fait 15 ans dans les hôpitaux généraux, maintenant ça arrive partout. La transmission ciblée, c'est cet idéal qui voudrait que par l'écrit, en apprenant une nouvelle langue plus simple, la communication, la fameuse communication, pourrait être efficiente. Et qu'on pourrait réellement transmettre une information à quelqu'un sans qu'elle soit équivoque. Donc tout ce qui nous permet de tenir ensemble ne fait pas partie de ce programme-là. Si, mais c'est équivoque quand même, parce que les infirmières maintenant en psychiatrie à Angers, dans certains secteurs, il faut qu'elles parlent d'elles à la troisième personne quand elles écrivent. Elles disent pas je, elles disent mademoiselle machin, madame machin a fait ça. Puis on dit c'est qui madame machin? C'est toi. Pourquoi tu dis madame? Donc c'est super équivoque ça par contre. Mais évidemment, c'est une consigne qui est donnée. Oui, c'est une consigne, c'est qu'il ne faut pas dire je. Même faut pas écrire je. C'est le projet qui est idiot. De l'équivoque, tant qu'on parlera, que ce soit par écrit ou à l'oral, il y en aura tout le temps. Entre deux langues, il y a des glissements, je ne suis pas sûr, je ne serai jamais dans le corps de l'autre suffisamment, en tout cas, pour pouvoir entendre ce qu'il pense, etc. Donc c'est le projet qui promet qu'on peut gommer. Bon, alors qu'est-ce que vous nous proposez? Je vous ai dit, pour pouvoir habiter, il faut consentir à être habité. Quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Mais non, trouver son maître au sens, ça peut être ce grand autre là, ce grand truc, ça peut être ça peut être la langue, ça peut être consentir à être habité par quelque chose de plus fort que soi. Quelque chose comme ça. Ça permet d'habiter sous un drap, dans une grande maison, dans un désert ou entre deux lieux. Imaginez quoi. Il y a la notion de maître, c'est aussi une mesure, c'est aussi le maître en fait. Eh ben tiens, voilà, d'équivoque. Ça mesure. Par ailleurs, il dit un truc aussi qui est très intéressant par rapport à ce que vous avez dit. Il dit qu'en fait, pour que finalement les entreprises fonctionnent, les institutions fonctionnent, il faut que ça dysfonctionne. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui ne répondent pas à l'injonction idiote de la machine en fait. Et que c'est que comme ça que ça marche.
Il y en a des là où on peut être rassuré. Et là, on est c'est qu'en fait, les gens ne peuvent pas, donc ils ne le font pas. Donc les médecins continuent quand même à pas l'air de patients, les infirmières continuent quand même à donner la main aux gens, etc. Tout le monde dysfonctionne en fait. Oui, parce que. Oui, puis quand de ce coup on meurt, les personnes ne sont pas obligées de regarder ça. Et de ce coup, quand la personne est morte et puis qu'on l'apprenne et qu'on va voir la personne, on peut prendre sa main. Et là, on sait qu'on est de la famille de cette personne et on peut rêver que c'est cette personne. On peut aussi rêver, nous, aller vers habiter dans le désert de Grota, quoi. Oui, c'est vrai que c'est pas facile d'être en dehors du groupe. Quand vous n'avez pas du tout de télé, quand vous n'avez pas... Les gens vous regardent, vous disent « Ah bon, pas de télé, pas d'internet, ah bon, 6 mois de l'année dans une tente de camping, voilà et tout, on a besoin d'être au sol comme ça pendant 6 mois de l'année, à la campagne et tout. Ah bon, quand vous essayez d'être un peu comme vous sentez votre truc, quoi. Au début, vous dites, je ne suis pas comme les autres, j'ai envie de choses et tout, voilà. Puis quand vous faites, c'est vrai qu'on passe. Je vois maintenant, on a beaucoup plus de jeunes qui vivent sous des tentes, au milieu des champs, qui inspirent à une autre façon de vivre. On se dit, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle tribu qui sort de chez nous, mais qui est en train de faire un autre habité et voir les choses autrement, quoi. Et non seulement on s'interroge sur eux, mais en plus, ça nous, enfin, pour moi, ça me fait m'interroger sur moi, dans la mesure où les autres sont pas pareils, ou ils vont vers une autre voie. Est-ce que politiquement, vous avez un engagement? Politiquement, au sens politique. Bien sûr, oui. Pour moi, la performance du lieu-dit, c'était, au moment où je l'ai lancé tout seul, très vite rejoint par d'autres, c'était un engagement politique, sans aucun autre but que de dire, tiens, il s'est passé quelque chose, un truc comme ça. Alors on a fait, depuis on est devenu une équipe, qui a accueilli par exemple cet été un metteur en scène parisien qui lui avait le projet de faire un grand truc dans le village. Et il a dit, nous avons dit, je ne sais plus lequel des deux, ou des trois, on va prendre en otage ce village pendant 10 jours, parce que l'administration est devenue folle. Et on va lancer un appel, qui veut venir nous aider à construire 10 jours ensemble de réflexion sur qu'est-ce qu'on est en train de vivre là maintenant. Et en fait, il y a 150 artistes qui sont venus, qui ont répondu, des soignants, un homme qui a un chapiteau, a installé le chapiteau, l'équipe municipale qui nous a donné du temps et les autorisations pour pouvoir organiser quand même ce moment-là. Alors à quoi ça sert? À rien, mais ça a eu lieu. Et moi je fais partie de ceux qui l'ont impulsé. Là, le 23 avril, avec des amis parisiens d'une revue qui s'appelle Cassandre Horchamp, on lance une première rencontre au théâtre de l'Épée de Bois, à la Cartoucherie à Vincennes. Ça s'appelle État d'urgence, on continue à parler. À quoi ça va servir? À rien sur le plan de l'efficience immédiate. Par contre, ce sera un nouveau coup de pétard dans un nuage qui peut inciter tous ceux qui ont envie aussi de participer à des événements comme ça, qui sont tous évidemment gratuits. Ce qui s'est passé pendant 10 jours dans le village, personne n'a été payé. Des bénévoles sont arrivés 2 jours avant pour aider à bricoler les repas. Les commerçants ont participé. On s'est aperçu qu'au moment où la date arrive, il y a des énergies. Et des gens sortent de leur maison. Mais alors 8 jours avant, il n'y a pas grand monde. Donc voilà, mon engagement politique, il est de temps en temps d'envoyer un pétard dans la communauté. Je continue ma question. Est-ce que vous avez rencontré des politiques sincères, têtus dans un sens ou dans l'autre, opposés, passionnés? Mais c'est une question profonde que je pose, c'est-à-dire, parce que c'est la question de notre peuple, notre société de peuple, si vous voulez.
c'est que... Oui, vous savez... J'ai rencontré des gens qui ont du pouvoir, localement, ou de manière un peu plus... en haut, peut-être sur le côté. Beaucoup étaient enthousiastes à l'idée, très peu ont donné de nouvelles, et je n'ai rencontré des participations où des gens ont mouillé leur chemise, vraiment, en engageant leur réputation, que très localement. Très localement. C'est-à-dire que le maire du village de Saint-Mathurin-sur-Loire est absolument exemplaire. Quelques personnes du conseil municipal absolument exemplaires. Ceux qui n'étaient pas trop d'accord avec le projet sont venus en discuter quand même à la fin. Voilà, mais je peux vous dire par exemple qu'au niveau de la région, j'ai eu un entretien avec le numéro 2 de la région qui m'a dit que c'était un projet exceptionnel. On a vraiment pris le temps de détailler. Et puis au final, plus de nouvelles. Ni par mail, ni par téléphone. Oui, mais j'ai dit son nom. Vous auriez eu des nouvelles si ça avait très bien marché, en fait, si ça Ah, avait bien pris sûr. d'ampleur. C'est poétique en fait. Pardon? Je dis c'est poétique, c'est-à-dire que c'est poétique et politique. Voilà, la poésie au sens primitif du terme de créer, faire. Et politique, on ne peut pas penser la psychiatrie aujourd'hui sans faire de la politique, donc c'est pas possible. Et puis la poésie c'est pour se faire plaisir et contourner les obstacles. Ce qui est intéressant aussi, c'est le site, mine de rien, qui a un vrai objet qui est très bien fait, le site du dit. Et effectivement, alors là, vraiment, très très beau comme travail, et du coup, ça permet effectivement, alors, effectivement, nous, on ne l'a pas vécu, mais on peut tout à fait retrouver, comprendre ce qui s'est passé, ça devient un objet politique en ce sens-là, puisqu'on peut le réinvestir, le faire connaître, etc. Donc, et puis on peut même aller plus loin. Vous avez un Saint-Mathurin à côté d'ici. Oui, c'est ce que j'ai voisine depuis tout à l'heure. Je suis allée. Pourquoi on n'invente pas un truc ensemble? Oui, alors oui, je suis allée parce qu'on voulait faire Saint-Mathurin, je suis allée cet été. Nous, il n'y a pas de personnes déséquilibrées à Vendée, en fait. Je crois que si la politique ne rencontre pas l'audimat, ça fait flop. Moi, je suis beaucoup plus intéressé par les démarches artistiques comme acte politique. Mon adolescence m'a permis de rencontrer un peu la trajectoire dadaïste. C'est quand je dis un coup de fusil dans le nuage, ça ne sert à rien, mais ça me semble extrêmement pertinent de continuer à poser des actes, y compris terroristes. Je ne fais pas référence au terrorisme international, mais c'est-à-dire des actes qui surprennent, qui un temps éveillent et amènent ceux qui sont concernés par cet acte à se demander ce qu'ils font là. Ça, oui. Le reste, je pense qu'on arrivera à déclencher l'attention en tout cas dans ceux que j'ai rencontrés, des personnes qui ont un peu de pouvoir, qu'à la condition de faire un immense audimat qui est susceptible de leur rapporter quelque chose. Sinon, mais il y a quelque chose dans ce que vous avez dit là, localement, vous avez rencontré des politiques qui étaient intéressants, qui étaient actifs. Oui, vraiment. Et ça me rappelle quelque chose, l'année dernière, notre thème c'était l'alimentation. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais cité un film, lorsque l'agriculteur est venu, j'avais cité un film que je vous invite à voir 1000 fois, Solution globale pour un désordre mondial. Vous avez vu? Ce sont toutes ces petites solutions locales pour un désordre mondial. C'est le paysan dans son petit village qui conserve les graines de ses arrière-grands-parents contre Monsanto. D'accord? Et j'entends ce que vous dites là, et ça rejoint le thème d'habiter, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais moi pour habiter dans mon quartier, parce que je suis un peu engagé dans le quartier, qu'est-ce que font les autres, qu'est-ce qu'on fait ensemble, parce que ça peut porter une vérité et une passion qui peut faire basculer des choses. Mais l'audimat, c'est médiatique. Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien entre prison et malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de malades en prison, et peut-être même des prisonniers qui sont en hôpitaux. Je ne sais pas comment articuler ça. 25% psychiatriques ont été vidés et ceux qui ne sont pas des services psychiatriques sont ou dans la rue ou en prison. Non, mais
suis malade aussi, oui, oui. mais c'est une vérité. Mais même dans les... Ce qu'on voit tous les jours, un jeune qui passe au tribunal, qui finit en prison, entre la délinquance et la folie, des fois la limite est... Mais l'histoire des asiles et des hôpitaux psy est très liée, et là on est au 19e en ce moment. Enfin, là on rejoint le 19e. Politiquement aussi. Non, parce qu'ils veulent même pas mettre des gens pour mettre les gens pour ça, ils mettent des robots même. On est fou dans un système. On est fou dans une. On est fou dans un. Parce qu'on n'est pas supporté et accepté par les autres, en fait. Voilà. Mais si l'enfermement en hôpital psychiatrique est dans la logique, ça ne devrait pas exister. On ne devrait pas enfermer les gens. Attendez. Pourquoi on est dans l'hôpital psychiatrique? S'ils sont en danger, s'ils nous mettent en danger, c'est pas si simple que ça quand même. Il y a des moments où quelqu'un ne s'y retrouve plus dans sa culture. Par exemple, les 3 moments clés. Perdre son père ou sa mère, c'est perdre un socle fondamental. Devenir père ou mère, c'est basculer dans quelque chose qui était inimaginable. On savait, mais on ne savait pas ce qui allait se passer vraiment. Obtenir, parfois, je sais pas quoi. Alors voilà, obtenir le diplôme tant attendu qui permet enfin d'accéder à l'emploi dont on rêvait, basculer en retraite. Il y a des moments dans la vie, divorcer du rêve idéal que l'on passerait toute sa vie avec celle-là ou celui-là. Ce sont des moments où quelqu'un va pouvoir se retrouver en rupture avec son sol. Et là, il y a absolument besoin qu'il y ait des lieux d'accueil, voire des asiles, des endroits où on va pouvoir sécuriser l'entourage, écouter la colère, la crise ou l'errance qui est en train de se fabriquer. Donc, les hôpitaux psychiatriques, pour moi, sont absolument nécessaires. Par contre, ils ont besoin de moyens considérables pour que ceux qui les animent prennent le temps d'analyser les situations qu'ils accueillent et d'analyser la part la part que leur présence de soignants produit comme folie ou comme trouble chez la personne hospitalisée. Vous voyez, dans toutes les cultures, il y a un public, un souffrant et un supposé savoir-y-faire avec la souffrance. Et donc, les 3 marchent ensemble. La petite fille de 6 ans à Tahiti qui parle avec la voix de sa grand-mère, elle est dans un public qui ne suppose pas qu'elle est troublée. Donc, il n'y a pas besoin d'aller l'hospitaliser. Par contre, si ça arrive ici, eh ben, on va dire il faut aller chez le magnétiseur, à l'hôpital psychiatrique, aux urgences. Mais c'est jamais le sujet tout seul qui est porteur. Un exorciste. Or, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer dans ces lieux d'accueil, c'est qu'on augmente la tâche administrative et on réduit le temps disponible pour, comme je l'ai dit au tout début, regarder quelqu'un dans sa présence la plus simple. Un exemple tout simple. Dans les maisons de retraite, si vous n'avez plus la possibilité de laisser des soignants aller d'une pièce à l'autre en prenant leur temps, aller de l'ordinateur à l'atelier mémoire, et vraiment en prenant leur temps. Toutes les personnes un peu désorientées qui sortent de leur chambre ne vont pas être accompagnées dans leur chambre. Elles ne vont pas être accompagnées au jeu qui est en train de démarrer là. Et du coup, elles vont devenir gênantes pour le fonctionnement institutionnel. Et j'accompagne pas mal de psychologues en supervision, des psychologues qui travaillent à maison de retraite, qui me racontent des histoires comme ça régulièrement. Ça se termine par de la contention. Cette dame, si elle est attachée dans son lit, elle ne sort plus, elle n'embête plus les gens. Mais on a pris le problème à l'envers. En fait, il suffirait qu'il y ait un peu plus, comme on l'a connu il n'y a pas si longtemps, de personnes disponibles ou entre deux tâches pour pouvoir... Les contentions sont interdites. Oui, la loi est très précise, mais la pratique... Non, mais c'est pour éviter le risque de chute, parce que quand il y a une chute, il y a tout un protocole. Et pourquoi il y a une chute? Ah, mais il y a souvent des chutes. Et pourquoi il y a des chutes? Si la personne ne sait plus où elle habite, elle tombe. Aussi. C'est évident. Moi, quand j'aurai 90 ans, si je ne sais plus où j'habite, je risque de me prendre une marche ou un mur. Pour revenir, il faut remonter à la cause. Donc voilà, donc on est dans ce processus qui fait qu'on enlève la sauce. Bon, alors j'enfonce un peu le bouchon et votre lien avec le pouvoir médical. Est-ce que
vous appelez pouvoir médical? Parce qu'ils n'ont plus de pouvoir. Pardon? Les médecins sur les soignants, ils ont quand même du pouvoir. ils ont beaucoup moins de pouvoir que... Oui, d'accord, ça passe par un médecin quand même. C'est le financeur. Non mais attendez, c'est pas le financeur qui dit vous allez donner de la période là où vous arrivez. Moi, dans ma petite expérience, qui croise des médecins de temps en temps, j'entends des médecins généralistes très en colère en ce moment, parce qu'ils sont coincés dans les fameux algorithmes automates, hein, qui fait que s'ils ont le bon pourcentage statistique sur telle tranche de population en termes de résultats, ils auront une prime. S'ils sont en dehors, ils n'auront pas. Enfin, voilà, En ce moment, oui, en ce moment. Je rencontre, là j'étais par exemple aujourd'hui dans un service de soins palliatifs où j'ai rencontré un médecin que je connais depuis longtemps, qui ne m'a parlé que du fait qu'elle n'a plus, face à l'administration, d'autres solutions que le petit terrorisme dont je vous parlais. C'est-à-dire qu'elle n'a plus aucun pouvoir. Et donc elle témoignait de ça. Donc les médecins que je rencontre sont plutôt des médecins, et il n'y a pas une foule, hein, mais ce sont plutôt des médecins qui témoignent du fait que le pouvoir d'organiser les soins librement est de plus en plus cadencé par les statistiques, on va dire, et donc l'audimat. Vous avez entendu dans la rue il n'y a pas si longtemps, c'était la veille des attentats parisiens. Les médecins étaient dans la rue pour dénoncer le fait que la sécurité sociale se délestait sur leur temps, d'une part, du travail administratif. C'est-à-dire, en gros, on demandait aux médecins d'en refaire encore plus d'actes et de papiers. Et donc, ils criaient qu'ils n'étaient pas d'accord. Et il y a eu ces attentats horribles le lendemain, donc le soir même. Le soir. Donc, on n'a pas parlé de cette révolte des médecins. Et là, tu nous dis que le deuxième mouvement a eu lieu en novembre. Il y a eu un premier mouvement en janvier, juste avant Charlie Hebdo. Oui. Et le deuxième, juste avant le Bataclan. Et à chaque fois, ça a été occulté, quoi. Bah oui, et ça revient pas. On a quand même... En fait, il n'y a pas de discussion possible avec les politiques actuellement. Ils sont vraiment très haut perchés. On n'a jamais connu ça avant, effectivement, en tant que médecin. Avant, on était écoutés, ouais, il y a un réel changement où c'est vraiment l'administration et l'informatique qui vont vous soigner demain. Les robots, quoi. Les robots. Voilà. Alors en ce moment, il y a un très bon film qui s'appelle Médecin de campagne. Moi, c'est la médecine. Moi, je suis médecin de campagne, mais c'est la médecine que je faisais il y a 10 ans, parce que maintenant, c'est devenu une zone semi-rurale. Donc, j'ai connu cette médecine-là. Mais c'est devenu impossible de travailler comme ça. C'est vrai que l'histoire d'habiter, quand on parlait du médecin, il s'asseyait, rien que de parler à la famille, on commençait à savoir pourquoi celui qui était en face, il avait mal à l'estomac, parce que en fin de compte, il y a eu un truc, il y a eu la vache qui a eu tout ça, ça finit par faire un peu une douleur à l'estomac. Puis en parlant, en prenant le café, on s'apercevait, et puis il n'y avait presque plus rien à donner parce qu'on avait un peu éclairé les mots, quoi, hein, l'événement qui avait créé ces mots-là, quoi. Bon, il n'y a pas longtemps, voilà, en campagne, où on les avait. On restait à la maison, là, on est obligé de se déplacer pour aller distribuer la maladie à tout le monde. À quel prix il y avait un lien. On veut aller travailler. Il y avait un lien. On veut habiter aussi son lieu de travail. Et à quel prix on peut aller transmettre sa maladie pour ne pas avoir les 3 jours de carence. Voilà. Oui, il y a ça. Je trouve, par contre, le travail, c'est assez fascinant, ça aussi. C'est-à-dire que moi, j'avais des collègues à une époque qui arrivaient grippés. Je leur disais, mais rentre chez toi. Viens pas me refiler ta maladie, là, rentre chez toi. Ah, mais je vais perdre 3 jours. Du coup, il va perdre plein d'énergie à plein de gens. Mais faut pas croire, on adorait faire les visites, c'est qu'on n'a plus le temps. Ah oui, non, mais on adorait ça, aller chez les gens. C'est très riche d'aller en visite. Ce que j'ai aimé, c'est que votre présence, pour moi, m'a ouvert tout ce qui peut être habité, auquel on ne pensait pas.
rapport son esprit, son espace, son quartier, son village. Oui, ça encore, ça m'a ouvert encore. Je vous souhaite de beaux rêves alors. Merci. J'y arrive pas lui, ouais. Avant d'aller rêver un petit peu, on va boire aussi. Il y a un petit verre à boire si vous voulez bien pour poursuivre de l'autre côté. Tu voulais dire quelque chose, Nadia? Annoncer oui, notre prochain rendez-vous. Alors, je ne sais pas quel jour c'est, mais c'est le dernier jeudi du mois prochain, le 28 avril. Ok, et on accueillera Monsieur Billet, voilà, qui est sociologue et qui viendra nous parler justement de l'habitat pour les personnes âgées. Voilà. Des EHPAD. Voilà. Merci. Merci. Merci.